Bienvenue dans Homme le podcast. Nous, c'est Marc et Marie-Ange. Un mec et une nana aux opinions souvent divergentes qui se retrouvent autour d'interviews pour découvrir et comprendre comment les hommes et les femmes peuvent enfin se rencontrer. Lui a toutes les caractéristiques de l'homme blanc hétéro cis privilégié. Et elle est une petite blonde gentille et féministe. Bref, ils semblent être tous deux des clichés de notre société et pourtant de cette rencontre a germé l'idée d'écrire ensemble une nouvelle histoire du masculin. Au-delà des clichés et des injonctions où tous peuvent trouver leur place. Dans cet épisode, nous accueillons Anne-Sophie Delcourt, journaliste, autrice, reportrice et comédienne. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Anne-Sophie, bienvenue dans Homme le podcast. On est super heureux de t'accueillir aujourd'hui. Et peut-être, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas? Ok. Je m'appelle Anne-Sophie Delcourt et à la base, je suis journaliste et réalisatrice en télé. Nous accueillons Anne-Sophie Delcourt. Je suis belge et je suis arrivée à Paris il y a 12 ans, je crois maintenant. Et j'ai fait mon trou en télévision surtout. J'ai beaucoup bossé pour TF1 pour l'émission 50 Minutes Inside où j'ai fait des reportages voyages, des trucs sur un peu les secrets du succès. J'ai aussi une chronique à l'antenne où le but c'était d'aller à la rencontre de stars et du coup de créer un rapprochement hyper rapide parce que souvent les entretiens ils étaient minutés. Il y avait vraiment un chrono qui se mettait en route et je devais du coup en 2 minutes 30 créer une situation où je devais discuter avec, je sais pas moi, Lady Gaga, Ryan Gosling et tout. Et c'était assez fascinant parce que interviewer des inconnus connus, c'est pas la même chose que des gens dans la vie de tous les jours. Alors j'ai pris un chemin de traverse. Je reviens à maintenant. J'ai bossé comme rédactrice en chef sur un live qui parlait d'écologie pour YouTube. J'ai fait des films aussi où j'accompagnais des talents du web qui cherchaient à faire des films entre la fiction et le documentaire. Et puis après, je me suis rendu compte que j'avais envie de raconter mes propres histoires et plus d'interviewer les gens pour qu'ils racontent la leur. Et du coup, est arrivée cette idée de contraception masculine. Au départ, je voulais en faire un film. Et puis, je me suis dit, mais non, c'est pas drôle parce que dans un film, je pourrais jamais rentrer dans l'intimité. Et puis, les médecins, je pourrais pas leur coller des faux langagiers et j'avais envie très vite avec la contraception masculine de me marrer. Et donc, le fait de pouvoir montrer l'intimité d'un couple, de pas avoir d'obligation de rigueur comme ça peut être imposé dans les documentaires, m'a beaucoup plu. Et donc du coup, ça a pris le BD. Voilà, et aujourd'hui, je rebosse pour un magazine culturel pour TF1 et j'écris la 2e. Oh. Cool. Qui n'est pas vendue. Quoi? Elle n'est pas vendue, elle ne parle pas du tout du même genre de sujet, mais... D'accord, c'est ce que j'avais demandé. T'as laissé le côté contraceptif genre ou... Non, là, c'est vraiment c'est un partage d'expérience sur une retraite Vipassana. C'est le jour où moi, journaliste loquace, décidé de fermer ma gueule pendant 10 jours. et comment mon corps m'a raconté des trucs que je ne savais pas. Voilà. Trop bien. Génial. Hâte de lire ça. Ouais, j'espère que ça va se vendre, mais là, on est sur les planches test, donc j'ai ma dessinatrice qui est merveilleuse et qui est à moitié astrologue et à moitié illustratrice, brillante. Et on est en train de préparer le dossier. Ça part la semaine prochaine chez un éditeur. Génial. Cool. Et juste au cas où, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Vipassana, Vipassana, c'est 10 jours de retraite en silence où tu te lèves à 4h du matin et tu médites de 4h30 à 21h quasiment non-stop avec 4 heures de pause pour déjeuner, manger en gros et te faire des repas. Mais sinon, le reste du temps, c'est en silence et en méditation. Et c'est même plus que du silence parce que c'est aucune communication, on ne se regarde pas dans les yeux. Et donc voilà, juste pour donner un contexte, il n'y a aucune communication. C'est vraiment très sympa. Moi j'adore, j'étais un peu accro à une période donc je peux... Ouais, moi je pense que l'exercice de se soumettre à la loi du silence et à tout aussi, parce qu'il y a le reste, il y a un peu la vie monastique, le régime alimentaire restreint, les règles de bonne conduite et tout. Moi j'y allais vraiment pour me confronter à mon incapacité aussi à être soumise par des règles et tout. Donc c'était un beau trigger.
Ah, alors ça donne pas envie, là. Très bon. Ça donne, mais en plus, c'est parce que j'ai envie de continuer dans les questions qu'on a, mais en même temps, c'est intéressant parce que tu parles d'autorité, sachant que pour moi, il y a deux Vipassana et que celui que tu as fait, Goenka, c'est très papa, c'est très patriarcal, c'est très... Et j'en ai un autre avec l'énergie de maman dans lequel c'est plus de la douceur. Donc ça, on pourrait partir directement sur ce sujet-là, mais non. Vas-y. Oui, bah moi je pense que j'allais vraiment me confronter à justement cette énergie-là que je refusais et que j'avais essayé d'éviter dans plein de retraites de développement personnel ou de formation du yoga Kundalini et tout ça. Et là je me suis dit bah oui, mais il faut à un moment donné. Pour moi c'était une nécessité de me mettre dans cette position-là pour aller découvrir des choses quoi. Ouais. Et pour le coup c'est intéressant parce que c'est un vrai cadre de papa de se confronter à l'autorité, à l'énergie masculine, à un truc très. C'est une parfaite transition pour notre première question. Vas-y. C'est notre question d'ouverture qu'on va poser à tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi le terme masculin? Comment tu te projettes quand tu entends ça? J'ai tellement peur de prendre des positions parce que je me considère pas du tout comme philosophe ou psy. Pour moi, c'est une énergie qui n'a rien à voir avec le sexe, qui t'est attribuée à la naissance et c'est plus relatif à ta capacité de te positionner dans le monde, d'émettre des actions. Je sais pas, je l'approcherais peut-être d'une forme de fermeté, de fermeté aussi, une énergie de mouvement. C'est pas très concret ce que je vous dis là. Non, mais voilà, c'est un peu, c'est quelque chose plus de l'ordre de je prends ma place, j'agis dans le monde. Voilà. Ok. Oh, je sais pas si j'ai réussi l'examen. C'est très bien. Alors après pour continuer, ce serait quoi pour toi les qualités et les j'aime pas les mots défauts, mais ce serait quoi un masculin équilibré et un masculin en excès? Voilà, formulé comme ça, ce que j'ai comme ça. C'est toujours rapport au féminin, c'est-à-dire que si je dois définir le féminin, on serait plus dans un rapport à l'écoute, aussi à se laisser porter par ce qui se passe. Une énergie peut-être plus douce et donc du coup un excès de masculin c'est un côté trop volontariste d'interférer, d'être dans le contrôle de ce qui se produit. Alors c'est super il faut des impulsions pour avancer sur ses projets personnels si on parle de l'individu qui veut se révéler au monde et tout ça. Maintenant, s'il est dans une volonté excessive, en fait il se laisse pas du tout approcher parce qu'il a à apprendre aussi. Donc ce serait ça, il n'y a pas de remise en question, donc du coup ce serait juste une action que tu fais qui est portée par un truc très directif et qui est pas équilibré quoi. Mais je sais pas si je réponds bien à votre question. Très bien. Et donc pour toi la remise en question viendrait d'un excès de masculin ou d'une absence de féminin? Les deux coexistent en fait. C'est plutôt le. Attends, redis-moi la question. Ce que tu disais à un moment, putain, c'est quoi ce que je viens de dire? Est-ce que la remise en question vient de l'excès de masculin ou de l'absence de féminin? Ouais. Est-ce que pour toi, la remise en question est plus une énergie masculine ou féminine? Parce que moi, Les deux coexistent et donc la nécessité de changement, elle vient des deux positions, quoi. Ok. Ouais. Ok. Cool. Et sur ça, après, ce que ça m'intéresse aussi, c'est que ça évoque toi. Ta BD s'appelle L'homme sous pilule. Nous, ça s'appelle Homme le podcast. Ça veut dire quoi un homme? C'est quoi un homme? L'homme avec son sexe... Avec un corps masculin a priori, ou un transgenre, ou quelqu'un qui se sent homme. C'est quoi pour toi je sais pas, j'en sais rien en fait. Non, j'en sais rien, je trouve ça hyper compliqué parce que moi, c'est plus par rapport au titre, il fallait qu'on comprenne que c'était un homme de sexe masculin qui allait se poser la question de la pilule. Ok. Et après, sur la définition de l'homme, c'est tellement compliqué parce que déjà, je n'en suis pas un. Mais c'était surtout pour montrer que c'est un homme qui va se poser des questions sur son rapport à sa masculinité, qui va chercher à se poser des questions qui ne se seraient pas posées s'il n'était pas dans cette relation avec cette amoureuse-là à ce moment-là, si elle ne cherchait pas à l'emmener sur ces questions.
Donc c'est plutôt la définition d'un homme en mouvement qui, à l'instant T, se dit « Ah, je crois qu'il y a des choses qui vont pas » et qui n'aident pas notre relation de couple. Ok. Et c'est quoi ces choses qui aident pas? Ou c'est quoi ces choses qui aidaient pas La problématique de départ que je raconte dans l'histoire de ce couple, c'est celle que moi j'ai vécue dans la vie, d'être... je suis dans une nouvelle histoire d'amour, on est super passionnés, on s'aime ou on croit s'aimer. Moi je veux plus prendre la pilule parce que je me suis rendu compte que déjà je voulais plus me foutre des hormones dans la gueule, que il y avait eu cette crise de la pilule avec l'affaire Marion Lara qui avait fait un AVC dû à sa pilule de 3e ou 4e génération. Donc moi, j'avais eu un truc où de me dire, mais merde, c'est vrai que c'est pas logique en fait que je prenne autant d'hormones, c'est pas bon pour ma santé, la pilule n'est pas une vitamine, c'est pas du tout un complément alimentaire. Donc j'ai eu ce rapport à ma santé, de me dire, eh oh, il y a un truc qui va pas là. Et puis, deuxième chose, c'est que tout d'un coup, quand j'ai arrêté la pilule, j'ai découvert que j'avais une libido. Ah. Et j'ai découvert par la même occasion que du coup, ce que j'avais pu vivre dans mes couples passés, de ce rapport à une sexualité que j'arrivais pas à apprivoiser, parce que mes désirs étaient pas clairs. Tout d'un coup, je me réveillais avec une libido et je me disais, merde, je suis un animal ou quoi, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai même eu cette pensée qui est réductrice et qui montrait à quel endroit j'étais à ce moment-là, c'est de me dire, mais je suis un homme ou quoi? Je suis un homme, j'ai des désirs vibrants, puissants, et je me dis, bah merde, cette pilule contraceptive, elle me mettait dans une espèce d'anesthésie hormonale, j'en avais pas conscience. Ça veut dire que j'ai pris la pilule très rapidement quand je me suis mise dans une histoire d'amour, donc à 18 ans. Donc en fait, le seul moment de ma vie où j'avais perçu mon corps désirant naturel, c'était au moment de la post-adolescence, quoi. Au moment où tu te transformes. Donc en fait, ton désir n'est pas au clair. Et tout d'un coup, je découvrais qu'à 30 balais, je découvrais ce désir et ce corps qui a des désirs et tout. Donc déjà, il m'a fallu le temps de l'apprivoiser. Puis je me suis dit, c'est chaud parce qu'il y a des cycles. Il y a des moments où je suis au bout de ma vie, SPM de folie, syndrome prémenstruel horrible, où je me sens plus nulle que pas possible. Mais il y a aussi des moments où j'ai des pics, et là, je suis... Et du coup, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, plus jamais je veux prendre la pilule hormonale. Donc, je suis dans cette histoire d'amour. Et la problématique, c'est que mon mec, le préservatif, il trouve pas son confort. Et j'admets l'idée qu'il a le droit de penser ça, et que c'est pas forcément une idée globale, mais lui, en tout cas, il a un rapport, ça marche pas. Sauf que la problématique aussi, c'est qu'on veut pas de gamin à ce moment-là, que lui, il en veut pas du tout. Enfin, ça, je le pressens, mais on se dit pas les choses. Puis en fait, on prend des risques parce qu'on utilise le préservatif, mais pas tout le temps. On pratique le retrait, et j'ai des potes qui finissent par tomber enceintes au moment où on se pose ces questions-là. Donc moi, ça m'amène à me poser la question du désir d'enfant, qui n'est pas très clair. Et lui, ça l'amène à se positionner et dire, moi, j'en veux pas. Et du coup, il y a tout un moment où dans notre histoire d'amour, on fuit la chose. Et puis le fait que je m'intéresse à la contraception masculine, je me dis, il y a un sujet génial. Alors là, c'est la journaliste qui parle. Je me dis, merde, il y a un truc à raconter avec ça. Mais globalement, dans ma vie personnelle, je me dis, la vie est quand même une sacrée sympathique petite nana. C'est que j'ai vraiment mes potes d'enfance, mais vraiment le noyau de mes potes, qui tombent. Elles tombent toutes les 3 enceintes sur la même année où j'écris sur la contraception masculine. Et je dis, putain, je suis dans la merde parce que ça devait pas prendre cette tournure qui parle tant du désir d'enfant, cette BD. Et sauf qu'en fait, je suis amenée à me dire, là, déjà, il faut que je me positionne dans mon couple. Et puis en fait, il faut que je prenne aussi, je sens le besoin de prendre la parole là-dessus, sur comment on parle de ça dans un couple. Est-ce que, en fait, parce que je suis amoureuse et que j'ai envie de vivre cette histoire, je dois accepter de remettre en question mon désir d'enfant? Est-ce qu'il existe vraiment? Pourquoi? Donc déconstruire aussi le pourquoi je voudrais être mère. Est-ce que je suis prête à l'être? Est-ce que je serai une bonne mère? Est-ce que je peux le contraindre lui à changer de positionnement? Enfin, comment on fait? Est-ce qu'on quitte la personne pour être intègre par rapport à cette vision de vouloir un enfant? Enfin, et j'étais paumée, quoi. Donc voilà. J'ai beaucoup parlé là, pardon. J'aime bien quand tu dis que tu peux pas imposer un corps masculin de porter un préservatif. Et moi, c'est tout le truc aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où chaque corps a envie d'être libre de sa contraception?
Et moi, c'est un truc, parfois, ça m'agace un peu quand, justement, j'ai entendu tellement de mes copines qui disaient « Ah, moi, j'arrête la pilule parce que ça fait de la merde sur mon corps », et que j'entends les mêmes femmes derrière me dire « Mais pourquoi les mecs, ils prennent pas la pilule ?» Et jamais. C'est un peu compliqué de me dire « Toi, tu veux arrêter un poison et tu demandes à l'autre de le prendre. » Oui, et puis surtout, aujourd'hui, la pilule masculine, c'est pas une solution... facile d'accès, enfin tu vois, c'est hyper complexe à mettre en place. Après, il y a deux choses. Pour moi, c'est la co-responsabilité de qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on est tous les deux en mesure de comprendre que dans un rapport sexuel, on a une responsabilité partagée? Et ça m'a popé à la gueule quand je suis allée... quand je me suis dit, qu'est-ce qu'il existe en matière de contraception masculine? Parce qu'on parle de pilule, mais la pilule masculine aujourd'hui n'existe pas. Elle est étudiée aux États-Unis. Ils sont en train d'étudier... Enfin, il y a une pilule qui est étudiée qui est sans hormones. Il y en a une avec des hormones. Concrètement, si tu veux te contracepter aujourd'hui dans un processus médicalisé, c'est les injections de testostérone qui sont pas bonnes pour la santé. Donc, c'est pas une solution qui est pérenne. Si on a une visée, si on veut regarder la chose pour que aucune des deux parties n'ait à subir des conséquences sur sa santé. Donc c'est vraiment, il y a cette question-là. Pour moi, ce qui était hyper intéressant, c'est que quand je me dis qu'est-ce qu'il existe en matière de contraception masculine, je découvre qu'il y a des journées au planning familial qui sont organisées et qui sont mixtes pour parler de contraception. Alors je me dis, c'est une grosse blague. Oui, il y aura que des nanas, il y aura pas de mecs qui vont parler de leur contraception. Et en fait, j'arrive avec mon espèce de supériorité journalistique et puis de nana qui se dit oui, bon, après, je vais juste vérifier qu'en fait, ça n'existe pas. Et là, je me prends une énorme claque parce que, en fait, je me retrouve à table et en fait, on est 2 meufs et il y a 4 mecs. Et chacun à leur tour, ils vont expliquer leur positionnement, leur contraception, avec des méthodes qui sont pas forcément légalisées aujourd'hui. Mais néanmoins, ils prennent la parole sur un truc et ils viennent me dire je trouve ça indécent d'avoir un rapport sexuel avec quelqu'un, de prendre du plaisir en commun et de ne pas me soucier une seule seconde de quel effet ça a sur la santé de ma nana, si elle prend la pilule ou si elle a un stérilet. Et d'autre part, symboliquement, en fait, c'est me déresponsabiliser de l'acte sexuel même. C'est que j'ai la moitié de la responsabilité. J'ai du sperme. Et c'est ça aussi le questionnement du personnage principal dans la BD, c'est que tout d'un coup, il comprend, comme si il y avait une faille spatio-temporelle, que son sperme est fertile, quoi. Enfin, qu'il a sa responsabilité dans la relation sexuelle. Or, en fait, là, je fais porter au personnage masculin ces questions-là. Mais la réalité, c'est que moi, ça me repop à la gueule. À ce moment-là, je me rends compte que j'ai 3 ou 4 mecs devant moi qui me parlent de rapports sexuels qui sont beaucoup plus féministes et humanistes, parce que c'est pas tant du féminisme, c'est de l'humanisme, qui sont dans un truc de j'ai un rapport sexuel conscient et je prends ma part de responsabilité. Donc je trouve ça magnifique et je me dis en fait c'est ça que j'ai envie de raconter, c'est ces hommes qui aussi se posent la question de leur propre cycle, sont beaucoup plus en rapport avec leur propre corps, avec leurs humeurs, avec leur libido, avec le respect de l'autre, avec une liberté de la sexualité qui est magnifique. Donc moi, je me dis, je crois que j'ai mis le train de retard alors que je venais prendre la tête à mon mec en disant, mais tu te charges de rien. Enfin, je me rendais compte moi-même que j'étais bloquée dans mon système patriarcal et que je me disais, est-ce que c'est de la faute des hommes? Parce que souvent, c'est ce qui trône autour de la contraception masculine, c'est qu'on dit les hommes ne s'en soucient pas, ils n'en ont rien à foutre, etc. Non, en fait, la réalité, c'est que sociétalement et aussi à cause, mais c'est un peu grâce et à cause de la médicalisation de la pilule, les hommes ont été vraiment sortis de cette équation sur la responsabilité de la contraception dans le couple. C'est-à-dire que dans l'histoire, ça c'était fascinant d'apprendre ça, dans l'histoire, en fait, avant que la pilule soit légalisée, la responsabilité d'une grossesse non désirée était partagée dans le couple. C'était une discussion qu'on avait dans le couple. C'était c'était le père et son fils qui parlaient de « attention, mon fils, il peut arriver une grossesse, etc. » Donc, il prenait part à cette réflexion. Et c'était la femme qui prenait à sa charge les effets d'une grossesse non désirée et donc les possibles avortements clandestins, etc. Donc évidemment, au moment de la légalisation de la pilule, il était urgent de mettre en place cette pilule parce qu'il y avait des avortements
qui était ultra dangereux. Beaucoup de femmes sont décédées à cause de ces avortements clandestins. Donc la pilule a été un progrès énorme en matière de santé pour la femme. Donc il fallait passer par cette pilule qui était ultra dosée, dégueulasse pour la santé, mais elle évitait quand même un massacre. Mais bon, en médicalisant la pilule, l'homme n'était plus du tout dans cette discussion. En fait, le premier conseiller dans le couple, c'est devenu le médecin. Et tu ne vas pas chez le gynéco avec ton mec. Donc en fait, le système qui a été mis en place, c'est que l'homme était éjecté et basta, on se posait pas la question. Quand tu cherches des informations sur ta contraception en tant que femme, tu vas voir ton gynécologue. Et t'en parles pas à ton mec parce qu'en fait, voilà, c'est devenu... donc c'est un peu un système, c'est plus un truc sociétal en fait, ce désintérêt de l'homme pour la contraception. Et aussi parce que la femme a eu besoin de se réapproprier cette contraception pour pouvoir être libre. Donc c'est bien plus complexe qu'il n'y paraît, quoi. Je suis partie loin, là. Non, mais c'est marrant parce que tu réponds exactement à des questions que j'avais. Moi, c'est des trucs que j'ai parfois, j'ai du mal quand j'entends « Ah oui, mais les mecs sont désintéressés des corps masculins, des corps féminins sont désintéressés. » Je suis là, mais en fait, j'ai l'impression que ça fait 60 ans qu'on me demande de ne pas m'intéresser, de vous laisser votre corps tranquille et de vous gérer votre truc. Et tout d'un coup, on me dit « Ah, mais en fait, tu t'y intéresses pas. » Je fais, j'ai la sensation que moi, on m'a demandé de ne pas m'y intéresser et de vous laisser votre responsabilité de gérer tout ça. Et moi, à plein d'endroits aujourd'hui, moi, je sais que j'ai... je crois qu'on en avait parlé. Moi, je suis allé au planning familial, je me suis contracepté à un moment. Mes partenaires à l'époque étaient contre. Elles étaient en flip. Est-ce que tu peux expliquer comment ? C'est un truc qui parle, effectivement. Moi, j'ai pris l'Androswitch qui aujourd'hui a changé de nom. Je ne vais pas rentrer dans tous les trucs légaux et non légaux de ce procédé magnifique qui est plus très légal. Et donc, effectivement, c'est un anneau que tu portes, ou dans lequel tu retires la peau des testicules et que tu mets autour de ton sexe. Et ça fait rentrer les testicules à l'intérieur de ton corps. Et tu le portes au bout de 3 mois. Et au bout de 3 mois, à raison de 15 heures par jour, t'es contracepté et tu dois faire des spermogrammes de temps en temps. Donc ça, c'est la procédure. Et ça a été vachement intéressant pour moi. Parce que j'étais les 2 partenaires au moment où je voulais le faire, travailler dans l'univers de la sexualité, du chamanisme, du tantrisme, et ça n'existe pas, c'est de la merde, on n'en veut pas. Est-ce que tu sais pourquoi ? Est-ce que c'était une question de confiance ? Est-ce que c'était des expériences qui avaient loupé ? Pour moi, il y avait 2 choses, et c'est une question que j'aurais te poser après. C'était le truc que, d'un moment, je t'avais proposé de faire une série sur ça. C'est quoi qu'est-ce que serait le monde si les hommes étaient en charge quel serait le nouveau rapport de pouvoir si les hommes étaient en charge de la contraception ? Je pense que pour mes partenaires, il y avait un flip de 1, si on veut faire des enfants un jour et que ce truc qui n'est pas encore très connu, ça ne marche pas et que je ne peux plus faire des enfants, c'est le flip. Il y a ça. Et il y a 2, je pense à un autre endroit, mais en fait, c'est plus moi qui suis en contrôle. Et donc maintenant, il faut que je fasse confiance à un corps masculin de choisir pour moi quand est-ce que j'ai envie d'être enceinte. Et donc pour moi ça rajoute aussi de la complexité. C'est toujours facile de dire oui mais nanana, mais à la seconde où moi quand mes partenaires sont t'es sûr que ça fonctionne ? Il y a toujours ce truc de même moi alors que j'ai un spermogramme qui écrit qu'il y a 0 sperme, je suis là genre est-ce que je suis en train de mentir ? Est-ce que pour me faire confiance, est-ce que je peux même me faire confiance à moi alors que la science est en train de me dire qu'il n'y a pas de sperme viable dans mon éjaculat. Donc ouais, pour moi, c'est vachement plus complexe que l'histoire qui est de raconter. En tout cas, c'est ce qu'on a envie de raconter aussi ici, c'est que j'ai envie de raconter d'autres histoires. Je ne sais pas s'il y a une question dans tout ça, mais en tout cas, oui, il y a une question, ce serait qu'est-ce qui se passerait et en quoi c'est quand même malgré tout confortable pour les corps féminins d'être en charge de la contraception et de quand est-ce qu'elles sont mères, et que si tout d'un coup, en fait, tous les hommes étaient en charge, qu'est-ce qui se passerait ? Et est-ce que ce serait si confortable de laisser le contrôle sur ça ? En fait, moi, c'est marrant parce que je répondrais un peu de manière détournée, mais en fait, moi, quand j'ai écrit cette BD, je me suis dit attention à ce que ce soit pas un espèce de une défense de la contraception masculine. Il faut que ce soit la contraception masculine, il faut que l'homme prenne à sa charge la contraception et tout. Pour moi, c'est pas tant ça. C'est vraiment mon désir en écrivant ce truc, c'est de se dire remettons cette question au milieu du couple. Et chaque couple devra se responsabiliser, chacune des 2 parties devra se responsabiliser et décider de quelle est la meilleure formule pour ce qui est le plus important.
Est-ce que l'aspect... Enfin, il y a plein d'aspects qui vont rentrer en jeu. Et donc, du coup, je pense que c'est pas tant de se dire maintenant, c'est aux hommes de prendre la responsabilité. C'est que chacun doit trouver sa meilleure formule. Et en tout cas, en parler. Et je pense que c'est nécessaire pour les femmes, et même quand elles sont très militantes et féministes, pour retrouver un couple qui est plus égalitaire, d'avoir confiance en l'autre, quoi. Sinon, ça peut pas fonctionner. Et après, c'est accepter aussi que malgré les progrès et malgré la science, il y aura toujours des erreurs. Et que ça peut être joli, mais c'est s'adapter à... on a choisi d'être ensemble, on essaye de gérer cette contraception du mieux qu'on peut. Il n'y a aucune science exacte. Même une meuf sous pilule peut tomber enceinte. Même une meuf sous stérilet peut tomber enceinte. Donc en fait, cette... acceptation qu'il y ait une zone d'erreur, elle va continuer à exister. Et c'est juste accepter que l'autre n'est pas responsable seul, qu'il n'y a pas un méchant, un gentil, mais que on prend cette responsabilité, on a décidé de vivre une relation d'amour, ou peu importe, mais une relation de couple, et des rapports sexuels, et que, en faisant ça, on a une responsabilité s'il arrive une grossesse non désirée. Donc, dans une vision où l'homme serait en charge de ça, on se retrouvait dans les mêmes impasses, en fait. Parce qu'il n'y a pas de solution miracle. Que tout est, dans la vie, dans tous les domaines, tout est une adaptation plus ou moins satisfaisante. Et ce qui compte, c'est d'être... de savoir où ça fait souffrir l'autre et comment on peut éviter ensemble d'aller vers un mur, quoi. C'est ça. Et puis, si la charge revenait intégralement aux hommes, on n'est toujours pas dans une quête d'égalité, alors que là, quand on soulève la question de la contraception masculine, c'est pour pouvoir se poser la question et répartir la charge de façon consciente. Si on donne toute la responsabilité aux hommes, il n'y a toujours pas d'égalité, et au-delà de ça, il y a toujours une question de j'ai un pouvoir décisionnel sur ce qui arrivera à ton corps. Mais en fait, c'est le pouvoir. Il peut prendre la responsabilité totale de la contraception masculine, mais dans une mesure où on continue de dialoguer ensemble. C'est vraiment... parce que pourquoi pas ? Franchement, moi, je serais trop contente. Mais... moi, je suis pour le dialogue dans le couple. En fait, la question sous-jacente, c'est... Et c'est toujours un truc que j'aime bien penser, c'est... dans cette charge, entre guillemets, du corps féminin, quelle est la part du contrôle qui est agréable d'avoir du contrôle et d'avoir du pouvoir sur ce choix-là ? Ce qui est compliqué, c'est que clairement, la seule vraie différence, et c'est ce qui fait que beaucoup de femmes se battent pour garder ce pouvoir sur leur contraception ou cette zone de maîtrise, c'est qu'elles sont les seules à payer le prix d'un ovule fécondé, quoi. Malheureusement, on ne peut pas évacuer cette question, qu'on sera les seuls à être enceintes, à porter cet enfant aujourd'hui. Donc, c'est ça qui est très compliqué, c'est que ça a une conséquence bien plus dramatique sur notre corps de femme que sur le corps de l'homme s'il y a un accident. Ouais. Complètement. Moi, c'est un endroit qui est très flou. Et on en parlait, enfin, tu vois, c'est quand tu dis aller au gynéco seul, à la fois pour moi, c'est la femme doit choisir de ce qu'elle fait de son corps ultimement. Mais aujourd'hui, je sais que moi, j'avais vécu un avortement et j'ai pas eu ma partenaire à refuser, et même son homme, c'était même, enfin bref. Et j'étais, j'ai envie d'être là. Enfin, malgré tout, c'est un embryon. Moi, à cette époque, j'étais très croyant dans une philosophie que c'était un début de vie. J'avais envie de faire un processus de deuil, j'ai été éjecté du truc. Et il y a un endroit où je comprends que c'est important que quand tu vas te faire avorter, le mec puisse pas influer, mais en même temps, lui retirer la possibilité de dire, mais en fait, moi j'en ai envie juste de le dire, que ce soit entendu, que ce soit dialogable. Moi, je trouve que ça me gêne le rapport à ça. C'est ton corps, mais tu peux pas exclure le papa et ensuite attendre que les pères soient présents. S'il y a plein d'endroits, on leur dit, vous êtes plus là, vous avez plus le droit d'être là. Et c'est pour ça que les hommes ont à se réapproprier une juste place aussi là-dedans. Ouais. Je trouve ça horrible d'exclure. Enfin, on peut pas choisir, on peut pas en tant que femme décider pour l'autre de la position qu'il pourrait prendre, quoi. Parce qu'en effet, dans le cas d'un avortement,
il est co-responsable du petit être ou de l'embryon, enfin peu importe de ce que c'est et comment on le décrit en fonction de nos croyances. Mais oui, je suis d'accord qu'on a un putain de travail en tant que femme à accepter que l'homme puisse reprendre sa place dans cette équation. Et en même temps, on s'en plaint. Et donc c'est très contradictoire. C'est ça qui est difficile, quoi. C'est que on a à remettre en question des deux côtés nos systèmes de croyances et notre liberté. Oui. Chouette alors. Mais c'est hyper délicat parce que, tu vois, dans ce que tu dis, si on admet que la contraception c'est une co-responsabilité, donc en cas de grossesse non désirée, il y a une co-responsabilité, mais en même temps, l'impact sur le corps de la femme est tellement plus important. Mais comme tu dis, on te dépossède du choix final. C'est un positionnement qui est pas évident. Et quand c'est au sein d'un couple, c'est une chose, mais quand c'est même pas au sein d'un couple, c'est encore plus dur à gérer une situation comme ça, quoi. Parce qu'on touche un des endroits où il n'y a pas d'égalité, parce qu'on n'est pas génétiquement fait pareil. Donc on va parler d'inégalité à un endroit où il n'y a pas d'égalité physique. Mais après, c'est marrant parce que moi, je me rends compte que les stages de développement personnel que j'ai pu faire pendant l'écriture de cette BD m'ont vachement aidé à comprendre quelles étaient les questions sous-jacentes à tout ça. C'est que j'avais du mal, moi, en tant qu'individu, à définir quels étaient mes besoins, quelle était ma vision, quelles étaient les choses que j'acceptais de remettre en question ou non. Et je pense que, en fait, il y a plein de choses qu'on n'ose pas demander. Demander à ton mec d'avoir une partie plus active à ce niveau-là, réinventer la sexualité, tout ça. Et en fait, je me rends compte que ça revient à cette base-là. C'est si j'avorte, j'aurais besoin que tu viennes avec moi, j'aurais besoin que tu m'accompagnes. Si j'avorte, je crois que je préfère le faire seule. Et ouais, être en mesure d'accepter que l'autre dise oui ou non, quoi. Mais enfin, c'est pas à toi, Marc, que je vais raconter ces concepts-là, mais ouais, c'est accepter que on choisit dans une relation d'avoir un individu qui ne fonctionne pas comme nous, qui se définit autrement et que on fera un chemin ensemble en réussissant à montrer nos parts d'altérité sans que ça casse la relation, quoi. Et ça vient se jouer dans la contraception de manière encore plus violente et de manière encore plus organique. Et ça, c'est parce qu'il y a ce que tu veux mentalement, puis en fait, il y a ce que ton corps va vivre au moment où tu tombes enceinte. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé, mais quand je vois le bug mental et à quel point ça a changé l'identité de mes potes, je me dis, putain, je suis à la recherche de mon identité encore aujourd'hui à 37 balais. Je sais pas ce que je veux, si je veux être mère ou pas, mais putain, le bouleversement que je vais encore me taper dans la gueule après est fou. Et c'est vrai qu'à côté de ça, c'est une chance de pouvoir vivre ça en tant que meuf. Et en même temps, c'est compliqué d'expliquer ça à l'homme en face qui va pas vivre ces bouleversements purement hormonaux et organiques de porter un enfant, d'être bouleversé dans tout ce que ça va avoir comme conséquence, quoi. Moi, je sais que toi, en ce moment, j'ai une nouvelle relation qui commence. Elle prend pas de contraceptif. Moi, je suis pas un fan du préservatif non plus. Et je suis à deux doigts de lui dire, est-ce que tu veux pas qu'on commence est-ce que tu prennes une app et qu'on suive ton cycle pour savoir quand est-ce que tu es fertile et pas fertile, qu'on sache que les moments où je fasse plus gaffe. Et je suis à deux doigts. Enfin voilà, je sais qu'elle le fait pas et je suis là, genre, je pense que ce serait bien qu'on commence à faire ça. Enfin, que tu commences à faire ça avec moi. Il y a aussi en fait, c'est con, après je sais pas si c'est ça, mais il y a même une forme de pudeur. Moi, je me suis aperçue que ces questions, elles étaient pas si faciles à aborder dans mon couple, alors que je me sentais méga libre. Je me disais, ah, ouais, j'ai quand même une histoire d'amour là, ouais, c'est génial, on se parle de nos désirs sexuels et tout. En fait, on se parle en surface de ce qui est valorisant, de ce qui fait plaisir à nos égos à chacun, de se dire, ah, ouais, on est vachement libre et tout. Et en fait, au final, on évite un paquet de questions, quoi. Alors, je sais pas si c'est de la pudeur de l'éducation ou si c'est aussi une difficulté à mettre au clair ses besoins, ses désirs et tout, quoi. Mais vraiment, grosse claque dans la gueule de me dire « Ah, je pensais vraiment que j'étais libre et tout. » Et en fait, voilà, j'avais encore 1000 doses à apprendre, quoi. Clairement. Et moi, toi, bah, pareil, c'est quand même à moi il y a une gêne en tant que corps masculin de dire à ma meuf de quoi faire sur comment regarder son cycle et comment tu as rajouté une charge de. Enfin, toi, il y a une gêne de dire j'ai envie d'intervenir dans la manière dont tu gères ton quotidien, ton cycle. Et en même temps, pour moi, c'est important de le savoir. Et c'est marrant, le seul truc qu'elle m'a demandé, clairement, on a très peu d'accords pour l'instant. Et le seul, c'est si jamais je tombe enceinte, je veux que tu sois là. Genre, si j'ai besoin d'avorter, si j'ai un truc, s'il y a une connerie. La seule chose que je veux, c'est genre t'arrêtes ce que tu fais et tu viens et tu t'occupes de moi et t'es là. Et c'était marrant parce que pour l'instant, on n'a quasiment aucun accord sur
plein d'autres trucs où les gens peuvent prendre des accords, mais celui-là, ça a été ok, je veux bien, mais je veux que tu sois là. Bah, c'est trop beau déjà. Ouais, je l'ai dit, moi je serai là. Clairement dans ma tête, ok, j'arrête, je prends l'avion le lendemain parce elle habite à droite à gauche. Je me dis, ok, je prendrai l'avion et j'irai ailleurs. Ouais, puis c'est une question qui est jamais finie. Non. C'est tout le temps en mouvement. Ouais, c'est terrifiant parce que c'est vrai qu'il y a une zone de difficulté à trouver les terrains communs, d'accorder les visions et se dire, ok, comment on fait pour faire exister cette relation dans les situations où on n'est pas forcément d'accord et dans nos transformations personnelles. Enfin, c'est un délire quand même. C'est antinaturel, quoi. Enfin, et en même temps, c'est très naturel, la volonté de vivre des relations aux autres, mais la concrétisation d'une relation qui serait plus bienveillante ou plus respectueuse de chacun des deux parties, putain, la mettre en place, elle est... Ouais. Alors, une question sur ça. Toi, t'en es où, toi, si tu peux en parler sur ta relation aujourd'hui, Elle a changé, du coup, c'est plus la même... En vrai, c'est le bordel, hein. Enfin, c'est le bordel, parce que c'est le bordel, c'est que je pense que j'ai plus d'outils pour essayer de mettre en place un dialogue qui est plus positif et qui est tourné vers des résultats profitables à mon compagnon et moi. Mais la réalité, c'est que ça me demande une patience que je n'ai pas encore aujourd'hui. Donc, j'ai du mal à sortir du réactionnel et de l'émotionnel, très souvent. Je suis confrontée à des contradictions en moi qui ne sont pas claires. Donc, et en même temps, je considère aujourd'hui que je suis dans une relation plus saine qu'il n'a jamais été. Mais ça ne veut pas dire que c'est plus confortable. C'est-à-dire que j'ai du coup la conscience de mes contradictions, ça me rend ouf, parce que je voudrais être cette personne parfaite qui accueille avec bienveillance la vision de l'autre, aussi différente soit-elle. En fait, en réalité, pas forcément. Ce qui peut jouer en ma défaveur, c'est que c'est difficile de ne pas lire les choses de la même manière, à un niveau de conscience parfois différent, et d'accepter que l'autre fasse son trajet dans son propre timing. Parce que je me rends compte à chaque fois que quand je ne suis pas dans la compréhension de mon compagnon, en fait, c'est qu'au final, j'ai un train de retard. Parce que du coup, je suis dans l'incapacité de ne pas sortir de l'opposition. Donc ça me ramène toujours à ma propre responsabilité. Donc du coup, j'ai l'impression d'être dans une spirale infernale et tout. Mais je pense que j'essaye au fur et à mesure d'accepter que c'est toujours un mouvement et que tant qu'il y a un désir de trouver un terrain d'entente et du plaisir et de la joie dans cette relation, on avance. Et que c'est ma responsabilité si je souffre trop ou je suis trop blessée de cette relation, comment elle prend vie, c'est ma responsabilité de m'en aller. Mais du coup, c'est poser mes limites et tout ça. Donc bon. Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais oui. C'est clair à un niveau émotionnel et énergique. Je veux bien si tu m'en dis plus. C'est quoi tes contradictions, si c'est ok pour toi d'être un peu plus concrète dans c'est quoi tes contradictions, c'est quoi son aspiration. Enfin, tu vois, si jamais tu peux être un peu plus explicite. Parce que moi, énergétiquement et émotionnellement, je comprends tout à fait ce que tu me dis, et en même temps, ça peut être intéressant pour ceux qui écoutent là, par d'entendre clairement exemple, c'est quoi aujourd'hui, avec mon compagnon, on a essayé d'écrire un contrat. On a appelé ça un contrat nuptial. C'est comme un espèce de bail avec des articles qui définissent comment on fait vivre notre nous. Donc, il y a ce qui nous concerne en tant qu'individu, moi, toi, et il y a le nous au milieu. Ça, c'est pas du tout un truc que j'ai inventé, c'est un truc qui m'a été enseigné dans un stage. Mais la nécessité, je sais pas si on... Enfin, voilà, est-ce que... Si, tu peux dire, on peut parler de petit amour au grand amour. C'est donc des stages de développement personnel qui sont proposés par une personne qui s'appelle Éric Leroy, où on est amené à comprendre ce qu'est l'amour et qui va enseigner... une certaine forme de cadre qui pourrait aider à la construction d'une relation plus saine et plus bienveillante. J'espère que c'est bien défini, mais voilà. Alors, dans mon souvenir, il y avait en gros les deux trucs pour sa vision dans le stage, les deux trucs qui font couple, c'est un projet commun et définir un cadre commun. Et ce cadre, ça peut être ne pas avoir de cadre. Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est être explicite dans nos attentes. Ouais. Donc du coup, ce qui était compliqué, moi, c'est que j'ai fait ce stage 1 an avant mon compagnon.
Et donc du coup, ce que j'ai essayé de mettre en place, c'est pas qu'il était contraire, mais il comprenait pas l'intérêt. Il comprenait pas l'intérêt de ce truc, et en même temps, je trouve ça compliqué quand tu n'as pas la totalité. C'est un stage en 5 jours où tu t'es amené à revisiter tes propres relations passées, à comprendre là où moi j'ai compris beaucoup à quel point je faisais porter la responsabilité d'un échec à pas mal de mes compagnons. Et je me disais, ouais, bon, en fait, non, en fait, j'ai décidé de vivre cet échec, donc j'y participe. Et puis j'ai vu à plein d'endroits que j'avais complètement contribué à mettre la vitesse 5 dans notre bagnole pour aller se prendre le mur. Donc voilà. Donc du coup, j'ai dû, entre guillemets, attendre et trouver des subterfuges pour amener ce désir commun de signer ce contrat. Et donc du coup, on a établi un contrat avant qu'il fasse ce stage. Un contrat il y a plein d'articles, mais en gros, il y avait un article qui parlait du projet commun, de trouver un endroit où ce serait un endroit à nous, qui ne serait ni sa ville ni la mienne, parce que c'était des villes qui ne nous correspondaient pas, pour vivre à deux. Donc c'était trouver un autre endroit commun. Il y a comment on s'exprime et comment on prend on essaie de s'approcher d'une parole qui est un peu plus juste et qui est moins culpabilisante. Il y a le fait de prendre soin des moments où on se reconnecte l'un à l'autre parce qu'on ne vit pas dans des villes qui sont les mêmes, donc de mettre du sacré dans les moments de retrouvailles, c'est-à-dire que un exercice de tantra où on prend, à chaque fois qu'on se retrouve, quand on s'est séparés plus de 5 jours, on prend 5 minutes pour se regarder dans le blanc des yeux. Mais expliquer ça à quelqu'un qui n'a jamais fait de tantra ou qui n'a jamais fait de stage de développement personnel, il m'a prise pour une... Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle a, quoi. Et en même temps, il a été hyper accueillant parce qu'il a accepté et il l'a signé volontiers. Je ne l'ai pas du tout contraint à signer ce contrat. Donc, et en fait, il s'est prêté au jeu. Il y a un article qui émet l'idée que quand on ne respecte pas un des articles ou quand on a la sensation qu'un des articles n'est pas respecté, on provoque une situation d'urgence et on relit le contrat ensemble et on est obligé de se repositionner. Donc, il y a une responsabilité. Et en fait, on a aussi ce truc de tous les 6 mois, on le relit et on vérifie que ça correspond encore à notre envie. Parce que, évidemment, on s'est rendu compte, là, on a fêté les 6 mois de notre contrat nuptial et on s'est aperçu qu'on trouvait ce projet qui concernait le lieu commun, et ben, c'était pas si simple à mettre en place. Et que moi, je vivais une frustration parce que ça n'avançait pas et que lui... il avait besoin de temps pour se positionner sur cet espace commun. Mais du coup, ça nous mettait dans une forme d'immobilité. Et donc, du coup, on n'arrivait pas à trouver. Et en fait, on a recommencé à parler de ces articles. Et là, ça fait 1 mois et demi qu'on n'a toujours pas réussi à re-signer ce contrat dans cette nouvelle forme. Et moi, ça me met dans une insécurité parce que moi, je vais avoir tendance à me déresponsabiliser. Et enfin voilà. Donc du coup, là, on est en pourparlers pour retrouver un contrat qui nous correspond mieux. Mais voilà, ça fait beaucoup de discussions. C'est pas simple parce que ça fait beaucoup de discussions. Et parfois, je vois que même s'il a fait le stage aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va être plus peut-être dans un truc de acceptons que le temps fasse son travail. Et moi, je me dis, bah non, le temps, c'est une fuite. Et donc, du coup, c'est accepter aussi que son cerveau et sa manière d'actionner les mouvements dans sa vie ne participent pas, ne fonctionnent pas sur le même timing. Et c'est trouver le compromis sans se désinvestir, sans se désengager, sans salir la relation parce que en fait, on respecte pas ce qu'on s'est promis. Enfin, voilà, c'est aussi, il y a un article qui concerne la fidélité ou non, de comment on fait quand d'autres personnes passent autour de nous et viennent troubler, est-ce qu'on se le dit, est-ce qu'on se le dit pas, voilà quoi. Donc c'est des trucs aussi pas faciles parce qu'il y a des trucs que tu découvres en cours de route sur toi et puis parce que mettre en mots ça responsabilise et voilà quoi. C'est une liberté au final mais en même temps c'est une contrainte donc c'est ouais. Je sais pas, j'ai pas encore la solution miracle. En tout cas, pour l'instant, ça nous amène à mettre les choses sur le tapis, à avoir des discussions qui sont pas simples. Et en même temps, moi, je trouve que ça rajoute quelque chose de précieux et de sacré à notre relation que je trouve merveilleux.
Ah, moi, ouais. Je suis d'accord, je sais que tu as plein de questions. Non, oui, après, moi j'adore le cadre, enfin, c'est souvent ce que je dis quand j'anime des stages. En plus, j'anime des stages qui parfois ont besoin vraiment de cadres plutôt stricts. Et c'est trouver le bon cadre. Il y a soit un tuteur qui permet de t'élever, soit un cadre qui t'enferme. Et c'est toujours réajuster pour savoir quel est le cadre qui me permet de moi de me sentir libre et de me dire, ok, quand je fais ce... Enfin, moi, c'est souvent quand les gens me disent... à une époque, j'étais très attends, c'est où chez l'autre. Tu vois, j'ai essayé de tâtonner. Maintenant, en fait, je fonce droit et je préfère me prendre un mur et me taper et parfois être un peu, tu vois, et être un peu plus agressif dans ma manière de prendre ma place que d'être toujours. Est-ce que c'est ok si je fais ça? Est-ce que c'est ok si je fais ça? Et pour moi, le cadre, ça permet de me dire, ok, ça, c'est chez l'autre. Et je sais que tant que je suis là et tant que je fais ça, je suis libre et je peux prendre toute la place, je peux m'allonger, je peux faire ça et j'ai pas à réfléchir. Est-ce que je suis en train de bien faire ou mal faire? Voilà, mais effectivement, moi j'ai ce truc du bon élève. Et donc pour moi, le cadre, ça me permet de lâcher ok, là je suis dans le cadre, j'ai plus à réfléchir si je suis un beau garçon ou un méchant garçon. Ok, c'est hyper intéressant parce que pour revenir au sujet de base, ce projet de podcast, donc c'est quand même Marc qui est venu vers moi pour me le proposer. Et je pense qu'au fil des discussions, parce que ça fait 6 mois qu'on en parle et à chaque fois nos visios elles durent beaucoup plus longtemps que prévu et on va sur des sujets beaucoup plus profonds. Et je pense que la motivation de base, c'est de vouloir bien faire. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un discours, il y a un double discours, c'est-à-dire qu'il y a une revendication qui est féministe, qui est hyper importante, qui est on veut de l'égalité et on veut pas être dans une position de soumission et de... Voilà. Et en même temps, reçu en tant qu'homme, il y a beaucoup le truc, enfin, toi, il y a beaucoup cette pensée que je suis pas coupable de tous les malheurs qui arrivent aux femmes et j'essaye de bien faire. Et ce podcast, il vient aussi de ça. Il vient d'exprimer cette volonté de bien faire. Et en fait, là, ce que tu dis, d'avoir besoin du cadre pour pouvoir te sentir bien, c'est exactement ça. Bah ouais, il y a ça. Il y a j'ai une éducation très bourgeoise aussi, noble. Donc il y a faire les choses proprement. Et clairement, moi, le truc qui m'anime depuis que j'ai 12 ans, depuis que je suis connecté, depuis que j'ai 12 ans, en fait, j'ai réalisé que j'étais connecté à l'inconscient collectif masculin et que... tout ce que j'y voyais, c'était de la souffrance, de la misère et de la violence. Pour moi, l'image qui était renvoyée à un corps... Alors, il y a deux trucs. Il y a l'image qui était renvoyée, et j'étais terrorisé à l'idée de devenir un homme. Parce que pour moi, c'était une sorte de maladie. Et le jour où je deviendrai un homme, je serai un violeur, un pédophile, un agresseur, tu vois, genre, j'ai l'impression d'avoir une maladie. Parce que tu as pris le contrepoids du discours féministe qui dénonce ces faits-là qui arrivent, mais qui sont pas... Heureusement, c'est pas une généralité qui s'applique à tous les hommes, encore heureux. Ouais, mais malheureusement, dans la majorité des cas où souvent quand les personnes parlent, ils disent tous les hommes et les hommes. Au lieu de dire certains hommes, malgré tout le fait que dans un discours on fasse des généralités, ben moi je fais partie des hommes. Enfin, même si aujourd'hui je suis... Et donc effectivement il y avait ce... putain, je suis voué à l'échec. Je suis voué à devenir un monstre. Putain, j'ai pas envie de grandir. Ah tiens, ça me fait penser à... Je comprends pourquoi je suis encore un enfant à lire des mangas aujourd'hui. Donc il y a quelque chose qui, pour moi, me fait peur à devenir un corps masculin accompli. Et derrière, pour moi, tout ça, il y a beaucoup de manière inconsciente chez tous les hommes, il y a une énorme souffrance, il y a une énorme violence qui est telle qu'elle est impensable. Elle n'est pas pensée, elle est très dure à penser, elle n'est pas vue. Et on en parlait hier et je finissais d'écouter un bouquin et je pense que... je lisais un bouquin féministe d'une américaine qui parle justement du point de vue de l'homme pour elle. La référence du bouquin. Elle s'appelle Bell Hooks, ça s'appelle The Will to Change, qui est un des bouquins qui a transformé le mec, qui a aussi transformé ma vie. Et en gros, sa conclusion à la fin, à ma sauce, c'est tout ce qu'on appelle les privilèges masculins sont en fait des récompenses pour que les mecs voient pas leur souffrance. S'il n'y avait pas ces privilèges, s'il n'y avait pas ces récompenses, ce serait intenable pour un corps masculin d'être tant dissocié de son corps, de son âme, de son émotionnel, de son intégrité. Et elle dit en fait, s'il n'y a pas ça, nous sommes tellement dans un mensonge depuis qu'on est petit. Elle nous dit en fait, parce qu'à la seconde où tu dis à un enfant, t'as pas le droit d'avoir des émotions, c'est comme tu dis, ok, t'as pas le droit d'exister, scinde-toi en deux, et donc garde que du mensonge et crée-toi une fausse personnalité. Maîtrise. Ouais, maîtrise l'animalité, l'affectivité en toi, absolument. Sinon, elle ne peut que te mener au chaos, quoi. Mais ouais, et donc c'était intéressant. Je sais pas pourquoi tu veux que j'explique ça ou c'est pour revenir à notre sujet. Mais bref, et donc, en tout cas, il y a
dans ma volonté, moi, d'être là, clairement, le besoin de dire que je suis pas mauvais, de raconter une autre histoire de mon corps dans lequel j'ai juste en fait, on n'est pas forcément déconnecté parce que c'est fun. Et envie de raconter une histoire dans laquelle, comme je le disais tout à l'heure, en fait, tu vois, par exemple, si les corps masculins s'intéressent peut-être moins à la contraception ou à comment fonctionne la sexualité d'une femme, c'est peut-être aussi parce que depuis 60 ans, on me demande, j'ai intégré certains discours, moi, que je ne devais pas interférer sur votre corps et sur vous. Et donc, c'est plus complexe que juste les mecs s'en foutent. Je pense que moi, c'est un des trucs, si je reviens sur la BD, là, c'est un des trucs qui m'a fort troublée pendant mon enquête, quand je me suis intéressée à... Si on prend cette idée que les hommes sont désintéressés de la question, je me suis posé la question de pourquoi, et je suis allée voir, et ça, c'est vraiment ouf. Je vais voir un urologue qui pratique la vasectomie et tout pour lui poser la question, et je suis dans la salle d'attente. Et je regarde autour de moi, et je trouve un objet, donc qui existe vraiment, hein, et il est dans la BD à un moment. Donc c'est un objet pour mesurer ton érection. Et donc c'est 4 boutons, comme des petits ballons, de différentes duretés. Et en fait, tu vas mesurer si tu as des bonnes érections, enfin selon un principe de la santé. Mais en gros, il est marqué vérifier votre érection. Alors c'est pas le problème parce que je me dis c'est intéressant parce que ça met l'homme dans une position d'aller se découvrir, d'aller se tripoter en dehors de je me branle. Ok, donc c'est cool, sauf qu'en fait je m'approche de l'objet et je regarde la description. Et en fait, les 4 catégories, donc déjà on va classer les tubs mondialement selon 4 catégories, hein, c'est génial. Il n'y a pas de contexte et surtout les textes en dessous c'est est-ce que vous êtes en mesure de pénétrer une femme ? Est-ce que vous êtes en mesure de ne pas pénétrer une femme ? Et là, je me dis, what the fuck, ce n'est pas possible. Parce qu'il n'existe pas déjà 4 catégories de tubs, il n'existe pas un rapport sexuel mondialement connu, il n'existe pas de moyenne. Tu peux faire l'amour de différentes manières et vivre une érection, je pense, différente en fonction du partenaire, mais même avec le même partenaire, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut, dans un cabinet de médecin qui s'occupe donc c'est un urologue, il s'occupe du sexe masculin, accepter de mettre un objet pareil? C'est-à-dire que l'homme ne peut se définir, et là c'est d'un point de vue même de santé, ne peut se définir qu'à travers sa capacité à pénétrer la femme. Mais putain de merde, comment c'est possible, quoi? Et en fait, ça m'a énervée parce que je me suis dit, mais c'est fou, ça devrait être un objet qui est utile et en fait, il vient bloquer l'homme dans une perception de sa virilité, de sa masculinité et puis de son rapport sain à ses propres érections en fonction du fait de pouvoir pénétrer un vagin. Et je me suis dit, ouais, c'est grave en fait ça. C'est parce que, on a compris, je pourrais en faire 10 heures là-dessus, mais... Moi aussi. Ça m'a vraiment, en fait, ça m'a troublée, puis ça m'a énervée parce que je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut définir les choses comme ça? Après, voilà, la médecine définit des choses, et c'est peut-être ça aussi que je veux remettre en question avec cette BD, c'est que la médecine, elle se renouvelle pas à ce niveau-là, quoi. C'est-à-dire que elle remet pas en question des trucs qui sont plus de l'ordre de la symbolique et de la philosophie pour des raisons de science. Mais en fait, sauf que là, on voit très bien que dans le texte qui accompagne, un outil qui est censé aider d'un point de vue médical, vient troubler nos conceptions, quoi, et vient encourager un système où, en effet, l'homme est un homme s'il pénètre. Voilà de la testostérone si vous n'arrivez pas à pénétrer votre femme. SOS, quoi. Et moi, je pourrais en parler des heures. Ma première partenaire était comme ça. Moi, soit tu me pénètres, soit tu me pénètres pas, mais si tu me pénètres... Mais moi aussi, j'étais comme ça. Je peux te dire que moi, je l'ai vécu. Moi, ça a été très violent. Hein. J'ai mis 10 ans à m'en remettre intérieurement. Mais c'est horrible. Moi, je me suis rendu compte avec ça que j'étais outrée. Et puis, en fait, je me suis dit, mais merde, le nombre de fois où je me suis dit, mon mec, s'il ne me pénètre pas, s'il ne bande pas, ne me désire pas, ne m'aime pas. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi dans la BD. C'est que j'ai associé ça, quoi. Pour moi, c'était évident que c'était un package complet. Mais enfin, thank you, non, c'est pas le cas. Mais... J'ai eu honte en me disant, mais c'est vrai que moi-même, je porte ça, quoi. Ce truc de... écoute, c'est ton devoir, quoi. Et puis, tu m'aimes pas, du coup, s'il n'y arrive pas. Mais enfin, SOS, quoi. Quelle honte. Enfin, là, je me rends compte de ça. Et je pense qu'il y a encore ce truc où je peux me poser la question. Maintenant, je peux me poser la question de est-ce qu'il m'aime pas. Si on fait le lien entre ce que tu dis et moi, ce que je peux vivre pour moi, plus je suis dissocié
de mes émotions quand je fais l'amour, plus je considère l'autre comme un objet, et plus j'ai des érections dures, et plus c'est très simple. Après, en gros, plus vraiment je suis dans mon fantasme d'arc, de domination et mes érections, elles sont... Il n'y a aucun souci, tu vois. Par contre, quand je suis dans un monde plus émotionnel, que je suis plus ouvert, il faut à ce moment-là, j'ai besoin de plus de tendresse, de larmes, de douceur, de me sentir en confiance pour que de nouveau mes érections, elles viennent d'un endroit très différent. Et donc c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, bah ouais, il y a quelque chose, tu vois, dans la virilité classique, plus t'es dissocié, plus t'es coupé de ton monde émotionnel, plus tu peux pénétrer. Non mais parce que c'est plus simple, parce que aussi l'autre est un objet. Parce que on parle de tout ça et parce que comme l'autre n'a pas de truc, tu peux être juste je suis dans mon désir, je suis dans mon truc, je pénètre ce qui doit être pénétré, mais il n'y a pas de... Ouais, mais c'est dans tout ce qui concerne le masculin. Plus t'es dissocié, plus t'es vu comme un homme, tu vois. c'est souvent ça. Oui, mais plus tu veux faire cette performance-là, la performance masculine telle qu'elle est décrite aujourd'hui, c'est vrai que je le comprends, plus, effectivement, je suis en train de le réaliser depuis hier, plus t'es dissocié et plus tu peux être masculin. Parce que plus tu peux bosser en t'en foutant des conséquences sur la planète, sur tes collègues, sur tes trucs, plus tu peux t'en foutre si tes enfants tu t'en occupes ou pas, plus si tu peux pénétrer l'autre, on s'en fout, si de toute façon c'est un objet, c'est pas un être humain. Dans l'autre sens. Aujourd'hui, tu vois, c'est les femmes qu'on va qualifier de badass et on va se dire waouh, celle-là elle envoie. C'est celles qui réalisent plein de choses et qui tombent peut-être de plus en plus dans cette dissociation aussi. Et on aura beaucoup moins facilement tendance à dire ça d'une femme qui va être plus posée, à l'écoute et dans l'émotion. Donc on est là-dedans aussi. Ah ouais. Mais c'était marrant parce que ce matin, j'écoutais et je me disais, en ce moment-là, j'écoutais un autre podcast et je suis assez d'accord d'arrêter de dire il y a des bons gars et des mauvais gars. Il y aura un épisode sur ça, entier, consacré à... Il faut arrêter de dire qu'il y a des bons gars. Mais je me dis qu'aujourd'hui, c'est marrant parce qu'un bon gars, c'est un truc cool, mais une bonne femme, tu vois, ou une bonne meuf, le côté bonne, pour le coup, est négatif avec un corps féminin, alors que bon, on redevient positif. Une bonne femme, c'est un truc relou. Un bon gars ou un bon mec ou un bon mari, il y a un truc... Ah, c'est marrant, quand tu dis bon mari, c'est pas la même chose que quand tu dis c'est un bon mec. Ouais, mais c'est marrant parce qu'aujourd'hui, il y a un côté où c'est important pour les corps masculins de devenir bons et pour les meufs d'arrêter d'être bonnes ou enfin, tu vois, bon dans le truc. Il y a un truc qui est clairement de la réappropriation du masculin pour les femmes. Après, je me demande si c'est pas juste, ce serait arrêter de dire homme-femme, c'est plutôt sortir d'un rapport de dominé-dominant. Parce qu'en fait, il y a des meufs qui sont ultra dominantes, tu le disais au niveau du taf et tout, c'est que c'est juste arrêter de fonctionner ensemble, entre hommes et femmes, dans ce rapport de soumission, de domination. Parce que c'est juste ça qui fout la merde, je pense. Ouais, clairement. Et après, on peut pas non plus... je pense qu'il y a un truc... Ce qui est compliqué, c'est que quand on parlait tout à l'heure des trucs de ta peur de grandir et de devenir d'office un prédateur, il y a... Évidemment, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est très compliqué parce que pour déconstruire le système qui a été mis en place depuis un paquet de temps, on est obligé de... Quand on dit les hommes sont des prédateurs, c'est pour qu'il y ait un moment où on puisse repartir de zéro en disant « Ok, il existe des faits que l'on a refusé de voir pendant des années, des faits qui sont pas OK, des limites qui sont dépassées. » Mais je pense qu'en le faisant, il faut aussi qu'on remette en question les limites qu'on n'a pas osé dire, qu'on n'a pas osé mettre en mots. Mais t'es obligé de passer par voilà ce qui va pas et ce truc c'est que oui il faut que je sais pas il faut que c'est horrible cette phrase mais je pense que certains hommes doivent entendre ça sans pour autant considérer que ça leur appartient. Ça ne fait pas partie de leur construction, ça ne fait pas partie de ce qu'ils font, mais ça a existé. C'est ne pas nier les faits et après accepter surtout qu'il y ait quand même des situations qui sont bien plus complexes que ça, quoi. Il y a des situations d'abus qui sont bien plus complexes que ça et qui doivent responsabiliser et l'homme et la femme et l'homme et l'homme. En fait, c'est pas une question de sexe, mais c'est de nouveau le rapport dominé-dominant. C'est que il faut prendre la bonne mesure c'est pas aussi simple que ça. C'est pas non plus il y a un dominé, il y a un dominant. Il y a plein de situations où c'est bien plus complexe que ça. On m'a parlé d'un bouquin, là. Je l'ai pas encore lu, mais je l'ai là, qui s'appelle Le Doigt. Où est-ce qu'il est ?
Et en fait, ça parle d'une situation où c'est une nana qui fait un doigt dans la rue. En fait, il y a un accident, je sais plus si elle a enlevé il y a un accident de la route. Et en fait, elle réagit parce qu'elle a eu peur en faisant un doigt au gars. Et en fait, ils se recroisent un peu plus tard. Et le gars vient vers elle et elle refait un doigt. Et là, le gars, je sais pas s'il est violent ou s'il manque d'être violent. Et en fait, elle raconte dans ce bouquin apparemment toute la complexité de la situation. C'est-à-dire que le premier doigt qu'elle fait, le premier doigt d'honneur qu'elle fait, il est réactionnel, elle a eu peur et donc elle veut refourguer la violence qu'elle a vécue. C'est comme une impulsion, un élan qu'elle n'arrive pas à maîtriser. Mais la seconde fois, elle n'a plus peur et elle réactive un truc. Et du coup, c'est se poser la question de quelle est sa part de responsabilité, si elle se prend une baffe, ou je sais pas ce qu'il arrive, et je trouvais ça hyper intéressant de mesurer le merdier. C'est que la situation est bien plus complexe que ça. Oui, le gars a fait une erreur sur la route la première fois. Elle est tout à fait elle est tout à fait en droit de réagir comme ça et de se dire, ah putain, j'ai eu peur, il est con, il va trop vite, etc. Mais la seconde fois, elle entretient une situation de violence et elle a une part de responsabilité dans ce qu'il advient ou pas après. Et je me dis, oui, dans tous ces rapports de dominé-dominant, si on reste au fait on simplifie alors qu'on peut pas simplifier toutes les situations. Parce qu'en fait, on est des animaux qui, par la force de l'éducation et de la société, font semblant de ne pas être des animaux. Sauf que on a des élans, il y a des gens qu'on peut pas piffer, et on met tout en place pour dire, non, il n'y a pas de problème avec cette personne. Mais en fait, sauf que tu sais très bien que tu peux pas la saquer. Tu sais très bien qu'il y a des gens avec qui t'aimes passer du temps, il y en a d'autres où t'aimes moins. Et réfréner cette animalité, oui, c'est important pour que la société puisse continuer à vivre et qu'il y ait des règles de bonne conduite et qu'on arrive à vivre ensemble. Mais nier cette animalité chez l'homme et chez la femme, c'est complètement à côté de la plaque, quoi. Et donc, ça crée des situations qui sont pas si claires et qui méritent de prendre le temps. Et la difficulté, c'est que dans les trucs de tout ce qui sort dans la presse, c'est que le temps ne le permet pas. C'est-à-dire qu'on fait que des résumés de choses et c'est plus complexe que ça, quoi. Moi, c'est plus... Ouais, il y a plein de trucs. C'est plus complexe aussi parce qu'il y a un des rapports qu'on étudie, qu'on parle peu, qui est moins facile à admettre. Enfin, tu vois, quand tu parlais de dominant-dominé, moi, tout d'un coup, ça me refait penser que dans le milieu SM, le dominé est le dominant. Le dominé, c'est celui qui est en contrôle. Qu'il y a aussi quelque chose de confortable à être dominé, à contrôler, à pas réfléchir et à donner la responsabilité à quelqu'un d'autre. Que c'est confortable quand tu es un enfant, quand tes parents choisissent pour toi, que moi je kiffe de temps en temps quand l'autre choisit pour moi, décide pour moi et que tu vois, tu es dans un groupe de potes et que tu es celui qui fait rien et que tout le monde choisit pour toi, c'est confortable. Il y a aussi le rapport dont on parle peu, le confort de se laisser dominer. Qui vient... En fait, moi, je pense que ce jeu de dominé-dominant, il n'est pas problématique s'il y a un cadre et s'il y a un consentement. Voilà, en fait, c'est juste ne pas faire semblant qu'on n'est pas systématiquement dans le rapport à l'autre, dans ce jeu-là, quelque part. Dans tous les domaines de sa propre vie. Maintenant, ça demande d'avoir une conscience, d'avoir été vraiment déconstruire un milliard de choses. Et ça, après, c'est illusoire de croire qu'on peut tous être à ce niveau-là. On choisit plus ou moins on peut aussi décider de ne pas du tout s'en soucier et que c'est pas important pour soi, quoi. Mais là où c'est... Enfin, moi aussi, j'explore. J'ai un prédateur en moi. J'adore être un prédateur. J'adore être en prédation avec des proies qui ont envie de jouer avec moi. Et que c'est une part qui est en moi, qu'il y a une part de moi qui aime... Enfin, tu vois, et c'est ça qui est intéressant et qui est, en fait, aujourd'hui, maintenant, j'arrive à me le réapproprier. Il y a une part de moi qui aime le pouvoir. Il y a une part de moi qui aime dominer. Il y a une part de moi qui aime prédater. Il y a une part de moi qui aime être dominé. Il y a une part de moi qui aime l'inverse, tu vois, qui aime être contrôlé. Et en tout cas, moi, je sais que ça m'amène à aller regarder ça. Et moi, ce week-end, j'ai réalisé qu'il y a une part de moi qui aime être abusé et qui, à un endroit, aime abuser. Je le sens, je le vois. C'est gênant à dire, c'est gênant à admettre. Mais il y a une part de moi, parce que j'ai été éduqué comme ça, il y a un truc où je prends du plaisir dans l'abus.
dans les deux sens. Okay. C'est hyper intéressant pour le contexte. Ça fait 1 an qu'on bosse ensemble, où sur ses réseaux sociaux, moi je l'aide à mettre en forme ses contenus, etc. Et ça fait 1 an que je vois passer plein de contenus où tu revendiques le fait d'aimer être dominé et d'aimer... Et en fait, si tu avais les deux discours, on peut dire qu'il y aurait 75% de moi j'aime être dominé, etc. Et peut-être 25% d'oser affirmer que j'aime être un prédateur. Ouais. Est-ce que le fait d'avoir ce discours qui est quand même plus présent en termes de proportion, c'est pas une façon de justifier que toi aussi tu peux aimer être prédateur et donc... Clairement. Oui, je le dis un petit peu, mais pas trop non plus, tu vois. C'est pas évident. Je crois que la première fois où il y a pas longtemps, j'ai enfin assumé oui, j'aime l'idée d'avoir du pouvoir sur, et de même avoir du pouvoir et d'obtenir du sexe grâce à du pouvoir. Il y a un endroit où c'est pas simple à dire. Enfin, tu vois, de dire j'aime avoir du pouvoir. Après, c'est marrant parce que je t'écoute et tout, et je me dis, putain, c'est tendu de tenir ces propos et tout, parce que je pense qu'il y a une base qui est peut-être évidente pour nous, mais que je redirais là, c'est que c'est vraiment dans une volonté de résultat, de plaisir, de jeu à l'autre, et pas de... Enfin, c'est con, mais en fait, je trouve ça hyper compliqué, parce que je me dis, putain, si tu découpes et que t'as cette phrase, tu te dis, mais ils sont fous, quoi. Et en fait, c'est juste de rappeler le truc de porter vers vraiment un respect mutuel et un cadre de je ne fais pas de mal à l'autre. Enfin, c'est peut-être débile ce que je dis, mais je sais pas, c'est que c'est difficile, je trouve, d'employer ça me met face à moi-même, ce truc que je peux voir, mais que j'arrive pas encore à mettre en mots sur le rapport dominé-dominant, sur le... alors dominé-dominant ça va, mais prédateur et victime, enfin voilà, ces jeux de rôle. Moi après j'ai eu des pratiques où des pratiques chamaniques dans lesquelles je me suis retrouvé être une proie, et ça a été un plaisir. C'est vrai que j'ai des endroits où j'ai des lieux d'exploration, et j'ai cette chance de m'offrir des lieux d'exploration dans lesquels je peux aller explorer dans le consentement avec des gens, oui, c'est ça, tous les aspects sombres de l'humanité. Ce qui est un... Ouais. Et c'est un espace qui aujourd'hui, moi j'ai envie de le dire, et en fait c'est vrai que j'ai envie de pouvoir aussi... J'ai lutté contre... Si j'ai eu peur de ça, c'est parce que c'est en moi, et que je pense que c'est dans... À qui disait ça hier, nous sommes tous le fruit de notre société. Donc nous sommes tous le fruit d'une civilisation patriarcale dans laquelle on a été sensibilisé au pouvoir, à la domination, et donc à un endroit, c'est en nous, ces concepts-là. Et après, est-ce que tu es transparent ou pas dans comment tu les appréhendes en toi? Mais pour moi, ils sont... En fait, ce qu'il y a, c'est que je pense que moi, ça me fait ressurgir une peur qui est de l'ordre de... je pense que, enfin, déjà, en arriver à ce procédé-là, c'est avoir déjà beaucoup questionné ses blessures, ce qui a été hérité, de comment tu te positionnes dans tes relations amoureuses, de comment elles évoluent en fonction de tout ce travail sur soi que tu peux faire. La difficulté, moi, c'est que je me suis aperçue que, de l'avoir exploré, il y a un endroit où ces stages m'ont permis de développer un ego spirituel de « je suis le sachant et je comprends ». Et du coup, qui peut aussi te mener à croire que tu sais et à outrepasser le plaisir de l'autre et à toujours être dans l'écoute de... Enfin, voilà. Et c'est ça qui me fait peur, c'est peut-être ça. C'est cette notion de... si toi, t'es au clair par rapport à ça, est-ce que l'autre est au même endroit que toi? Enfin voilà, c'est ça que je trouve très difficile, parce que dans les situations de dominé-dominant, là je regardais un documentaire qui s'appelle La loi du silence sur Arte, où ça raconte dans toutes ces... dans le bouddhisme, etc., tous ces gourous qui sont légitimés aussi par le Dalai Lama, etc., des mecs qui ont été... il y a eu plusieurs accusations de viol, d'abus sexuels, etc. Et en fait, ils ont été protégés, alors que tout le monde savait. Et du coup, je me dis, c'est compliqué ce truc de rapport dominé-dominant, parce que même dans un lieu sûr qui est un cadre d'instruction où on va t'enseigner la voie du Bouddha, la méditation, etc., tu peux, toi, dans
un espace de faiblesse et dans un espace où tu te réappropries aussi ta façon d'être dominé, le plaisir que tu prends et tout. Être face à quelqu'un de dominant qui est censé être ton enseignant et qui pourrait outrepasser son cadre enseignant. Et voilà, c'est toutes ces... Moi, je pense que j'en suis là, c'est que je trouve pas ça si simple. Et c'est pour ça que je sais pas pourquoi j'ai vraiment ce besoin de redéfinir le truc de est-ce qu'on est bien dans une situation de plaisir, est-ce qu'on n'est pas dans un cadre thérapeutique, comment le cadre est important et comment on ne se laisse pas non plus convaincre que non, mais moi, je suis venue expérimenter cet espace de dominé. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de nanas ou de mecs qui ont subi des abus dans ce cadre-là. Et où l'enseignant disait oui, mais tu sais, c'est une façon de comprendre que c'est ça ta blessure, que tu dois la revisiter et tu vas voir qu'on va la revisiter ensemble. Je vais t'aider à la revisiter et tu vois et en fait adoucir un truc et en fait en même temps faire revivre un espèce de trauma à la personne. J'ai peut-être pris un chemin de traverse, mais je pense qu'il y a un endroit où des précautions sont ultra. Pour moi, c'est très important. Après, ça vient parce que ça vient faire ressurgir des blessures que je suis en train de travailler et tout, mais c'est compliqué ce cadre. C'est toujours, du coup, c'est bien, est-ce que l'autre prend du plaisir, est-ce qu'il est dans sa joie, ou est-ce qu'il est dans une contraction parce que oui, dominé-dominant, il n'y a pas de problème. Mais si on est tous d'accord qu'on est dans une jolie expansion et pas dans un truc contraint où tout d'un coup, à l'intérieur, ça se referme, parce que c'est plus un jeu, quoi. Mais... Je suis hyper d'accord et je pense juste que c'est important de préciser parce que tous les deux vous vous connaissez, Marc et moi on se connaît, donc la conversation elle est fluide et parfois tu utilises le terme prédateur etc. Mais c'est parce qu'on sait que quand tu vis ces expériences là, c'est dans un cadre où il y a eu un accord qui a été établi, il y a un consentement qui est formulé et c'est hyper important de le préciser parce que les gens qui écoutent le savent pas d'emblée. Il y a une présence, une vraie présence. Je peux préciser c'est amusant parce que le documentaire, moi, je l'ai vu et que certains maîtres qui sont évoqués, pas ceux qui sont évoqués dans le truc négatif, mais il y en a plein, je les connais, où j'ai été avec eux à une époque. J'ai aussi eu l'autre côté des biais journalistiques de la journaliste qui omet de préciser certains trucs pour... notamment au niveau de Mathieu Ricard, où la manière dont elle fait le montage n'est pas exactement ce qui s'est passé. Bref. Mais je suis d'accord, il y a un abus de pouvoir. Moi, c'est un sujet, je crois que Marianne, je peux en parler, ça fait 6 mois, depuis que j'ai rencontré un certain organisme, ça fait 4 ans que je réfléchis à ça. L'ego spirituel et tout ça. Spirituel au pouvoir. Mais tu vois, même si j'ai envie de te le dire, je suis un homme, j'ai du pouvoir à un certain endroit sur d'autres personnes. Ma couleur de peau peut avoir du pouvoir sur d'autres personnes. Mon physique peut avoir du pouvoir sur d'autres personnes. Mon âge peut avoir du pouvoir. Donc, et par exemple, je rencontre un jeune gars ou une jeune femme qui a 25 ans. Si j'ai plus d'argent que physiquement, j'ai mon physique et que j'ai mon âge, j'ai un pouvoir sur eux. Comment est-ce que enfin, tu vois, c'est vachement intéressant d'aller voir parce qu'en fait, le pouvoir, il est partout. À 1000 endroits. Quelqu'un a plus de connaissances que toi, il a du pouvoir, tu peux lui donner une forme de pouvoir. Il est plus beau que toi, tu peux lui donner une forme de pouvoir. Il a plus d'argent que toi, donc comment tu rentres en interaction? C'est pour ça que moi j'ai envie d'aller dans ces espaces et que j'ai envie d'aller dans des espaces où je peux explorer ça de manière explicite. Parce que c'est là tout le temps, mais qu'on fait comme si... Oui, bien sûr. Mais ça existe, c'est le principe même de... Ouais. Et moi, pour te dire, sur les espaces de consentement, c'est plutôt moi qui arrête. Moi, j'ai des partenaires qui font « Ouais, vas-y », je fais « Non, j'y vais pas ». Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'arrêter des interactions, d'arrêter de faire l'amour avec des partenaires parce que l'autre était en train de se dissocier. Ou avant même de commencer l'interaction, je fais en fait, son corps me dit non, mais sa voix me dit oui. Ou même son corps me dit oui, sa voix me dit oui, mais à un endroit parce que j'arrive et moi je fais non. C'est tellement complexe. De toute façon, c'est terrible. Ouais. Mais ce niveau de précision, c'est vrai qu'il fait extrêmement peur parce que au fil du temps, tu te rends compte toi-même de l'écoute que tu peux porter à ton corps. Par exemple, c'est sûr que le Vipassana, donc cette retraite de silence, cette méditation, a été transformatif pour moi parce que c'est à cet endroit-là que ça se joue, dans le silence, de réussir à écouter vraiment ce que le corps dit et ce que mon mental voudrait dire. Et dans cette zone de plaisir, en fait, tout peut changer en un instant et c'est impermanent. Et c'est être à l'écoute de soi tout en étant... Déjà, pour réussir à être dans l'écoute de soi, ça prend un temps de fou.
Et après, aller jouer à des relations aux autres et à ce rapport d'intimité, réussir à être à l'écoute de l'autre corps. Enfin, c'est tout le temps un mouvement d'aller-retour et c'est pas simple. Mais en fait, tant que c'est porté sur le plaisir, le jeu et la joie mutuelle, tout va bien. Ouais. C'est hyper intéressant comme on est passé de contraception masculine à homme-femme, masculin-féminin, à dominant-dominé. Et en fait, je crois que ça résume pas mal ce qui se joue entre les lignes. Ah oui, attends, mais il y avait encore une ou deux questions que j'avais. Enfin, il y avait quand tu me parlais de ton contrat, j'ai gardé des questions de... tu m'as pas trop dit ce que vous avez mis en place sur la contraception et sur votre lien sur ça. Tu as plus parlé du couple en général, donc ça m'intéresserait de savoir c'est quoi aujourd'hui votre cadre contraceptif. Au niveau contraceptif, on utilise le préservatif et retrait. J'ai une application Clou pour appréhender mes cycles. Après, je me rends compte que j'arrive à identifier quand même les périodes dans mon cycle, mais là, je pense que j'ai un peu une confiance qui peut être dangereuse, ouais, par rapport à ça, parce qu'en fait, c'est pas une science exacte ce que je ressens non plus. Donc, on prend le risque de ces erreurs de parcours ou de ces jolis accidents pour l'instant. Après, moi, j'ai des amis qui considèrent que c'est une science qui a plusieurs milliers d'années, qui a fonctionné pendant des milliers d'années. Après, je pense que la réalité, c'est que je me dis ça. Profondément, j'ai confiance en ça et je me sens pas mal à l'aise de vivre cette sexualité dans ça. Je ne sais pas si je dirais la même chose si là, je tombais enceinte et que j'avais pas le désir de garder l'enfant, que je vivais un avortement. Donc, c'est toute la question. C'est que mes potes qui ont déjà vécu des avortements, c'est plus une matière un peu floue et légère. Donc, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas dû vivre d'accidents qui ont eu des conséquences malheureuses, je continue à fonctionner comme ça. Et on est tous les deux conscients des risques que l'on prend. Donc, on a souvent cette discussion de qu'est-ce qu'on fait si il arrive un accident. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'effectivement, à un moment, je me suis décidé de me contracepter, qui était de... Parce que souvent on me dit « Ah, c'est gentil, tu fais ça pour la gentille fille. » Je fais « Non, moi je le fais pour moi, pour être en choix, parce que j'ai envie de choisir quand est-ce que je veux être papa et que j'ai pas envie de vivre un avortement, j'ai envie d'être responsable de ça, j'ai pas envie de... Et donc en fait, vous, ce que vous avez, c'est un peu les trois. C'est en fonction du moment, vous faites un mélange entre le préservatif, enfin voilà. En gros, vous avez une sorte de cadre souple. Mais on interrompt le coït systématiquement en revanche. Okay. C'est-à-dire que je ne prends pas le risque qu'il éjacule en moi. D'accord. Quand il éjacule. Ok. Parce que tous mes rapports sexuels, je les ai remis un peu en question, oui. Tout ne se termine pas comme ça. Enfin, chaque rapprochement intime ne se termine pas par une éjaculation. Ouais, je le dis. Non, mais c'est très bien. Je fais des vidéos sur ça en ce moment, donc c'est très bien. Et ensuite, alors, il y avait une autre question que j'avais, et après on ira. Parce que tout à l'heure, on parlait, il y a un endroit où, pareil, moi, je reprends l'expression, tu disais le prix à payer, le corps des hommes et le corps des femmes n'ont pas le même prix à payer une fois que la femme est enceinte. C'est pas les mêmes conséquences, c'est pas le même prix. Et moi, un des endroits où, pareil, je sais pas comment faire changer ça, mais une femme peut abandonner son enfant et pas un homme. C'est-à-dire qu'une femme peut choisir d'avorter ou pas, et ensuite elle peut choisir d'abandonner son enfant ou pas, mais si elle choisit de le garder, elle peut forcer, entre guillemets, un père à le reconnaître et justement à payer et à mettre un prix sur un choix où il n'a peut-être pas été conseillé, il n'a peut-être pas été présent. Et moi, il y a quelque chose qui me met mal à l'aise dans il y en a un qui a le droit d'abandonner et l'autre pas. Moi, je te rejoins là-dessus, c'est que il y a certaines règles qui sont pas équitables envers les hommes. Il y avait un truc, c'est la primauté à la mère, la primauté de la décision de la femme. Alors, dans une certaine mesure, on voudrait que l'homme soit plus impliqué, et en même temps, on n'accepte pas de mettre en place des lois qui permettraient à l'homme aussi de faire respecter des droits. Donc oui, je peux te rejoindre là-dessus, c'est que je trouve que l'homme a son mot à dire aussi, quoi.
c'est pas logique, quoi. C'est très compliqué comme situation, mais l'homme a aussi le droit comme la femme, en fait. Je pense qu'il faut rétablir un truc qui soit plus... Mais je connais pas exactement les lois, donc je peux pas non plus... je suis pas du tout avocate, mais il y a des endroits où j'ai rencontré des hommes qui subissaient les conséquences en matière de justice, d'un truc où, en fait, il n'a pas le droit d'être père, quoi. Il n'a pas le droit d'être père et il n'a pas le droit de voir son enfant. Et ça l'a bouleversé. Je parle de mon frère, je parle d'un autre ami que j'ai rencontré pendant l'enquête de la contraception masculine, où on les a expropriés de leur rôle de père, quoi. Et je trouve ça terrible, terrifiant, quoi. Après, peut-être que dans les faits, il y a peu d'hommes qui se battent pour cela, et donc du coup, vu qu'ils n'ont pas exprimé cette parole-là, il n'y a pas encore suffisamment d'hommes qui font respecter leurs droits, et donc les choses ne changent pas comme dans tous les domaines. S'il n'y a pas un groupe de personnes qui prennent le temps, l'énergie, et qui mettent en place tout ce dialogue à se réapproprier, ça peut pas faire évoluer les choses. Mais ouais, de l'avoir vu et d'avoir vu mon frère souffrir de ça, c'est terrible, en fait. Une séparation où la mère décide de tout, bah c'est pas ok, quoi. Il s'agit d'un enfant, et l'enfant, a priori, bah il a un père et une mère, et on peut pas décider pour lui d'enlever un des deux parents. Moi, il y avait une question à ce niveau-là peut-être utopique ou peut-être naïve, mais tu vois, je vais dire l'inverse de ce que je viens de dire, et par moment de forcer les papas à être papa. Tu vois, j'en sais rien, j'ouvre le truc à la fois, tu vois, d'une égalité, de par moment forcer. Le forcer, ça marche pas. Ça marche pas, mais tu vois, je sais pas comment faire pour que... Le seul truc que tu peux forcer pour pas que ce soit malsain, c'est les finances. Le lien et la posture, tu peux pas le forcer sans que ça puisse devenir malsain. Tu vois, c'est toujours un risque si c'est forcé. Ouais. Je sais pas, tu vois, il y a un endroit où je me dis, tu vois, dans le truc où on veut de l'égalité et de la parité partout, qui va à l'opposé de moi qui déteste qu'on m'impose quoi que ce soit. À cet endroit-là, j'étais en train de me dire comment changer, surtout ce cadre monoparental, et qui est responsable de... Bon, bref, c'est tout un autre sujet de qui est responsable d'avoir choisi le bon partenaire, le bon père, quelle est ta responsabilité d'avoir choisi cet homme ou cette femme comme génitrice, quelle est tu vois, et de toujours dire, aujourd'hui je me retrouve dans cette situation, mais en quoi tu as contribué dans t'être retrouvé dans ça Et je propose qu'on garde ça pour un autre épisode. Ouais, c'est ça, c'est encore un autre truc. Alors, est-ce que tu voulais qu'on fasse des petites questions ? Est-ce qu'il y a autre chose que tu avais envie de partager ou Si, il y avait un truc quand même. Je pense qu'il y a un débat aussi qui est arrivé rapidement, c'est que autant la femme, elle sait à qui parler de contraception, de toutes ces questions-là, autant l'homme, c'est beaucoup plus complexe, en fait. Quand il s'agit de s'intéresser à ce que peut offrir la médecine autour du sexe masculin, je me suis rendu compte que c'était un monde très compliqué déjà pour comprendre qui s'occupe de quoi entre l'andrologue, l'urologue, le psychologue, le sexologue, etc. Et en fait, ça aussi, j'ai la sensation qu'en tant que femme, c'est plus facile d'aller parler à quelqu'un ou de comprendre à qui s'adresser pour quelle question. Et j'ai l'impression que pour les hommes, c'est plus compliqué et que toute cette communauté d'hommes contraceptés, elle s'est rassemblée autour de ça. C'est que ça a permis de mettre en place des discussions, en fait, de se réapproprier son corps et de toutes les questions, de tous les complexes que ça amène et de cette espèce de trou où, en tant qu'homme, en dehors de maladies à gérer, on ne sait pas où aller trouver cet espace de dialogue. Et c'est ce que j'ai trouvé très joli avec tous ces militants de contraception masculine, c'est que ils viennent pas avec voilà comment on se contracepte, ils viennent avec voilà ce qu'est notre corps, voilà ce que sont nos complexes, et voilà un espace où on peut poser des questions débiles, et ce ne sont jamais des questions débiles. Et ouais, c'est voir... je serais ravie de faire une étude sur est-ce que tu t'es déjà palpé le sexe pour autre chose qu'un rapport simplement organique autour du désir ? Est-ce que
avec qui tu parles de sexualité, et est-ce que tu es déjà allé voir un médecin, que ce soit un andrologue, un urologue ou un médecin généraliste pour parler de ton sexe en dehors d'un souci médical? De toute façon, je crois que j'ai écouté une statistique il n'y a pas longtemps. Les hommes vont 70% moins que les femmes chez le médecin quand ils ont un souci de santé. Bah de base, t'imagines. Alors, je crois que c'était, en tout cas aux États-Unis, le chiffre, je crois que c'est entre 60 et 70%. Quand les hommes ont un souci de santé, ils vont pas chez le médecin. En moins que par rapport à un corps féminin, quand elles ont un souci de santé, elles vont chez le médecin. Nous, de base, il n'y a rien. Entre guillemets. C'est pas mon cas, je suis plus hypocondriaque qu'autre chose. Mais ouais, mais c'est même le décalé par rapport à la santé, tu vois. C'est que même en dehors de cette idée que tu pourrais dire « Ah, je suis malade », c'est aussi remettre le corps dans un truc qui ne se définit pas comme étant en bonne santé ou en mauvaise santé. Et donc, se réapproprier son corps et ces questions-là, c'est les mettre à un autre endroit. Et ça m'a frappée dans tous les hommes que j'ai rencontrés pendant l'enquête. Je me suis dit « Ah ouais, oui, c'est vrai, quoi. » Ouais. Moi, c'est un truc j'ai fait beaucoup de ce qu'on appelle des tentes blanches, donc des cercles de parole d'hommes. Différents types, et moi souvent quand ça vient, on parle de ce que c'est d'être pour un mec, chaque fois c'est des claques, et j'en fais souvent certains aussi où il y a des femmes autour qui écoutent. Je crois que c'est encore plus une claque pour toutes les meufs qui sont « Ah ouais mais c'est ça », enfin genre tout à la fin elles sont « Ah mais c'est ça d'être un mec ?» Enfin, genre, bah, je suis très heureux. Alors, tout à la fin, elles sont « Putain, je suis content d'être une femme. » Vraiment, j'ai aucune envie. Si j'avais la moindre envie avant d'être un mec, maintenant, c'est bon, je suis vacciné. Mais je pense que c'est une des conséquences qu'on disait tout à l'heure du patriarcat sur le corps masculin est plus propice à être infaillible. J'ai pas des règles, je ne serai pas enceinte. J'en parlais avec une copine, le système endocrinien masculin ou féminin, ça n'a rien à voir. Si tu étudies le système endocrinien, qui est donc toutes nos hormones, chez un garçon, c'est 2 heures. Chez une femme, c'est 2 jours et demi. Il y a un endroit où le corps masculin est encore plus valorisé par le patriarcat. Il se doit d'être infaillible. C'est marrant parce que moi, je me dis, ça me ramène à la question que je suis en train de traverser en ce moment pour moi, c'est... Je pense qu'il y a une forme de colère chez moi, c'est que j'aurais préféré être un homme. Parce que tout ce que le corps féminin impose à la femme dans son identité me contraint encore beaucoup aujourd'hui. C'est-à-dire que quand je dois me positionner par rapport au désir d'enfant, je vois ça comme une expérience... alors dans mon utopie, c'est une expérience clairement choisie par les 2 partenaires et c'est l'expérience de mettre ton corps au service de quelqu'un d'autre. Et ça va fragiliser mon identité pour moi et fragiliser mon corps et le transformer. Et donc du coup, je ne vais plus être en maîtrise de ce qui m'arrive et je vais accepter l'expérience de ça. Et je pense que à cet endroit-là, je pense qu'il y a encore un désir chez moi de rejeter mon corps féminin parce que j'aimerais pouvoir, comme un homme, être dans une forme de maîtrise et décider de ce qui m'arrive. Après, c'est pas totalement vrai parce que l'homme ne décide pas de tout ce qui lui arrive non plus physiologiquement, mais il y a un endroit dans la femme, si elle décide d'avoir un enfant, où elle doit accepter d'être en observation de ce qui lui arrive en tant que mère et de laisser un individu prendre vie au sein de son corps. Et je me dis, waouh. Je sais, enfin oui, je sais pas si j'ai envie de prendre cette responsabilité-là. Et en fait, c'est ce qui m'est offert à vivre et c'est magnifique dans un sens. Mais je le vois encore comme mes cycles, je les vois comme des contraintes aujourd'hui. J'arrive pas encore à être totalement réconciliée avec ce que je suis, c'est-à-dire un corps avant tout, quoi. Bonne galère. Et maintenant, pour clôturer l'épisode, voilà les questions rapides. Qui serais-tu si tu étais dans un corps d'homme entre guillemets? Bah là, mon objectif dans mon corps de femme, c'est de me réconcilier avec toutes les parties de ça, quoi. C'est profondément accepter mon corps féminin avec ses cycles, avec ses hauts, ses bas, ses débordements et tout, quoi. Et en fait, c'est terrible. Moi, j'envie l'endroit où j'ai l'impression que... Peut-être que c'est une croyance à nouveau, mais l'endroit où l'homme a un peu plus de capacité de maîtrise sur sa machine, quoi. Je
comprends. C'était une des trucs, c'était une question, c'est quels sont les fantasmes que tu projettes sur les corps masculins? Genre, donc il y a celui ça, du coup, clairement. Ouais, cette capacité à contrôler, peut-être idée complètement inventée, mais cette capacité à être moins dans l'émotionnel, à être plus dans une forme de rigueur ou de ferme, je sais pas, dans une, parfois une liberté, c'est-à-dire que, il y a ça. Je pense qu'il y a quelque chose que je fantasme de cet ordre-là. C'est la pleine capacité d'action. Mais après, alors si c'est ça, j'aurais dans ce corps d'homme à me fluidifier par rapport à mes émotions. Donc en fait, ces deux contradictions sont en moi. C'est pour ça que c'est compliqué aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai encore un beau travail à faire sur l'acceptation de ce que je suis. Cool. Je pense qu'on a bouclé la boucle. Attends. Ah, vas-y. Pour finir, au cas où, tu vois, au cas où ça fonctionne, on a d'autres questions. Ce serait quoi les... Alors, je l'improvise. C'est quand la dernière fois où tu t'es senti équilibré, homme-femme? Ou ce serait quoi pour toi un joli équilibre féminin-masculin à l'intérieur de toi? Ou une jolie métaphore. C'est très généraliste parce que j'essaie de trouver un exemple concret. Et ben, en fait, aujourd'hui, c'est marrant. C'est dans mes... c'est hyper intime. Je n'ai pas demandé de consentir à ça. De toute façon, c'est que mon point de vue sur la chose. Je dirais que autant je peux me prendre la tête sur des discussions, des positionnements avec mon compagnon, autant dans nos relations sexuelles, j'ai moi de mon côté la sensation, et j'ai l'impression que ça doit être comme un petit peu partagé à un endroit, qu'on vit une sexualité qui nous permet à tous les deux de s'écouter et de prendre notre pouvoir. J'ai la sensation qu'il y a un endroit où on arrive à être dans une danse qui nous fait partager une forme de beauté, où on partage un même corps, mais qui n'est pas une fusion, parce que nos deux entités sont présentes, il y a des mouvements, donc il n'y a pas un truc de... On n'est pas dissocié, on est conscient pleinement dans cet instant-là, et c'est très joli parce qu'il n'y a pas de mots, et pourtant on s'écoute et on échange, et ça nous met à un endroit de beauté et d'équilibre assez parfait. C'est pas à chaque fois comme ça, mais il y a vraiment, la dernière fois, c'est à ça que j'ai pensé en premier, c'est cet endroit où dans notre sexualité on arrive à un terrain d'écoute et d'entente et de partage qui nous met dans une espèce de forme de pouvoir, mais qui n'est pas revendiqué, qui est profondément vécu et exprimé, que je trouve magnifique. C'est cool. Est-ce qu'on dit, pour finir, il y a qui disait il y a le pouvoir sur, le pouvoir avec et le pouvoir interne. Donc ça dépend, si tu peux le faire avec, c'est plus agréable d'avoir des lieux d'expression de son pouvoir avec l'autre, ou de se sentir en capacité avec l'autre. Mais j'ai l'impression que c'est un endroit qui est indicible, parce que j'ai l'impression par exemple de le mettre en mots, ça le rend, ça lui enlève de la force, alors que c'est vraiment un truc d'expérience dans son propre corps, de ce truc, waouh, en fait, j'ai pas besoin de le dire, c'est profondément ressenti, et c'est beau cet endroit-là, et j'aimerais qu'aujourd'hui, cette sensation-là, je puisse la vivre. Alors, je peux la vivre seule dans l'écriture, mais dans le rapport à l'autre, aujourd'hui, je l'expérimente dans cette situation amoureuse. Alors, dans mon travail, pas du tout encore. C'est complexe. C'est déjà, je pense qu'il y a le fait de le ressentir seul, de ce rapport à soi, dans des activités qui permettent d'être dans un flow. Et puis après, le percevoir en lien à l'autre, c'est magnifique. Maintenant, c'est essayer de trouver ça dans tous les domaines de ma vie, ce serait merveilleux. Quelle est ton actu, Anne-Sophie? Ça dépend. Là, mon actu, c'est du coup la BD, L'Homme sous pilule, en librairie. Merci beaucoup. Merci. Passez une bonne journée, un bon repas et à très bientôt. Merci beaucoup. C'était chouette. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez soutenir le podcast et nous aider à le diffuser plus largement, nous vous invitons à nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute.
Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram pour suivre les actualités du podcast et nos partages autour de lectures et de découvertes en lien avec ce sujet. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de Homme le podcast.